la région sud et le CEREMA, donc Quentin Dilassier, Thibaut Marin et Sylvain Tureau pour la région sud, et Christine Alpin et moi-même pour le CEREMA. Donc cette étude a été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre le service connaissance de la région et le CEREMA. Alors, lors de ce séminaire, nous allons y consacrer 3 temps. Un premier, donc, où nous allons présenter les résultats de notre étude. Un deuxième temps où nous avons des présentations de retour d'expérience, d'une part du PNR du Verdon et d'autre part de la région Provence Verte Verdon, avec comment on a appliqué, on a géré la trame verte et bleue du SCOT au PLU. Et ensuite, un troisième temps pour lequel nous changerons tous ensemble. Donc, je vous demande si vous pouvez de marquer vos questions dans le chat pour qu'on puisse les relever et pouvoir les traiter en fin de prestation. Voilà, et de fermer vos micros, bien sûr, si c'est possible. Donc, nous allons vous présenter donc, les principaux résultats de l'étude. Donc, c'est toi qui... Oui, c'est moi qui commence. Non, c'est Sylvain ou Thibaut. Pourquoi? Dis va toi, vas-y. On y va? C'est parti. Bon, c'est parti? Bon. Donc, bonjour à tous. Je change d'échelle musicale. Donc, la région souhaitait juger de manière objective la couverture de la trame verte et bleue, ainsi que de l'utilisation des zonages indicés pour protéger de manière supplémentaire le territoire. Donc, la région s'est associée au CEREMA pour disposer d'informations quantitatives qui ont été traitées exclusivement de manière géomatique à partir de données géolocalisées, à savoir les PLU postérieurs à 2015, téléchargés sur le géoportail de l'urbanisme, et la trame verte et bleue qui, elle, est issue du schéma régional de cohérence écologique qui a été élaboré en 2014. Donc, un premier constat, c'est que certaines communes n'ont pas encore de PLU et sont encore ou en carte communale ou RNU, et que d'autres communes qui disposent bien d'un PLU ne l'ont pas téléversé sur le géoportail. Ce qui fait que, de fait, toutes ces communes ont été exclues de l'étude. Donc, au final, on a travaillé avec 473 PLU ou PLUI postérieurs à 2015 et qui couvrent 563 communes sur les 946 que compte la région. Une analyse quantitative a permis de déterminer la part de la trame verte et bleue régionale qui est couverte par un document d'urbanisme récent et aussi le type de zonage, donc naturel, agricole, urbanisé à urbanisé, qui est couvert par cette même trame verte et bleue. Une analyse qualitative, elle, a porté sur les intitulés des zonages indicés, des zonages seulement A et N, pour déterminer le niveau de protection réel. Donc, un zonage A ou N n'interdit pas les constructions, mais par contre, on peut parfaitement définir des sous-zonages sur certains secteurs qui vont renforcer leur préservation, par exemple. Si. Donc, les limites, elles sont essentiellement dues au jeu d'échelle entre la précision de la trame verte et bleue régionale qui est au 100 millième et sa déclinaison locale dans les documents d'urbanisme qui est plus précise, est au 25 millième. Elle est aussi due à l'identification du niveau de protection et de la vocation à partir des intitulés de zonage qui ne sont pas toujours bien renseignés malheureusement. Donc, petite parenthèse, pour rappel, l'appellation des zonages A, N, U, AU, c'est très normé, réglementé. On ne sort pas de ces noms-là. Par contre, il n'y a pas de normes pour les sous-zonages. Ce qui fait qu'il est apparu qu'il y avait plus de 600 zonages indicés différents pour le zonage N et 250 pour le A, et que ça a été un premier écueil à la lisibilité et à la clarté des documents, et surtout à l'étude qualitative qu'on a menée à partir de ces sous-zonages. J'ai fini. Et ceux qui ne sont pas téléversés dans le géoportail. Oui, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà, et ça n'a pas pris en compte les documents qui ne sont pas téléversés sur le géoportail. Voilà.
Alors, lorsque l'on parle de trame verte et bleue régionale, donc très rapidement, hein, voilà, il faut rappeler un petit peu ce que c'est. Donc, elle a été définie dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique en 2014 et elle couvre 64% du territoire régional. C'est ce que vous voyez en vert et en bleu sur la carte ici présente. Donc, elle est surtout présente dans les espaces azuréens et alpins où elle couvre quasiment 80% de la superficie et moins globalement dans la partie occidentale du territoire qui est plus agricole, hein, notamment dans le Vaucluse ainsi que les Bouches-du-Rhône. Donc, ce que l'on observe et ce qu'évoquait Christine, c'est qu'on a globalement aujourd'hui 61% de la surface de la trame verte et bleue régionale qui est couverte par un PLUI récent. PLUI récent, on a gardé les PLUI qui ont été approuvés après 2015, donc après l'adoption du schéma régional de cohérence écologique qui mettait en place cette trame verte et bleue. Donc on a toute, on va dire, une bande hein, qui va globalement de la Roya au pays de Sceaux, où on a moins de PLU, PLUI récents. C'est soit des communes qui sont en RNU, soit qui sont en carte communale, ou soit qui ont des PLUI plus anciens. Globalement, c'est vraiment l'espace provençal, les Hautes-Alpes et ainsi qu'une bonne partie du Vaucluse qui sont les mieux couverts en documents d'urbanisme récents. Donc, sur ces 61% donc de trame verte et bleue régionale couvertes par un PLUI récent, on recense, comme l'a dit Christine, 628 zonages indicés de type N et 243 zonages indicés de type A. Donc, cela met en lumière la très importante variété de zonages, et donc c'est un obstacle à la lisibilité et la clarté des documents d'urbanisme pour le grand public. Mais surtout, un indice de zonage identique ne signifie pas forcément un intitulé ou un niveau de protection équivalent dans chaque commune. Par exemple, un zonage NF1 peut avoir une signification dans une commune A et une autre signification dans une commune B. Donc on a véritablement, on va dire, l'une des propositions hein, qui sera faite dans le cadre de cette étude, c'est de mener autant que faire se peut un travail d'harmonisation à l'échelle de l'EPCI et du SCOT, aussi bien pour la bonne information des propriétaires qu'également pour la lisibilité de l'action publique en matière de préservation via les documents d'urbanisme. Donc, si maintenant on se concentre sur ces 61% donc de trame verte et bleue qui est couverte par un document d'urbanisme, on voit que l'immense majorité, même la quasi-totalité, est couverte, et c'est pas forcément une surprise, par des espaces N ou des espaces A. Donc 82% par un zonage N et 16% par un zonage A. Toutefois, comme nous le savons, aussi bien les zonages N que A donc, peuvent autoriser des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à l'exploitation forestière, ou encore certaines constructions, installations ou annexes aux bâtiments, aux bâtiments d'habitation. Également, lorsqu'on a les zonages A ou des zonages N, on peut avoir également des microzones qu'auparavant on appelait pastilles qui désormais sont les STECAL, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée, au sein desquels un certain nombre de constructions nouvelles ou d'équipements sont autorisés sous conditions. Donc c'est pour ça que on ne pouvait pas s'en tenir juste à cette première analyse. Il était nécessaire d'avoir une vue, on va dire, un peu plus qualitative sur le niveau de protection des zonages. Et c'est ici en fait tout le sens de cette slide. Donc au niveau des zonages N, donc qui représente l'immense majorité des zonages qui couvrent la trame verte et bleue, on voit que globalement 34% de la surface de ces zonages N, on estime qu'ils sont plus protecteurs on va dire que l'intitulé du zonage N classique. 35% apportent un niveau de protection classique pour un zonage N, 14% apportent un niveau de protection inférieur au zonage N, on va dire classique, et enfin 17% sont indéfinis. Ce sont les fameux zonages dont les intitulés ne sont pas renseignés dans le géoportail de l'urbanisme. Si on va encore un peu plus loin dans le détail, on peut voir un peu les vocations majoritaires de ces zonages qui sont plus protecteurs. Donc, parmi ces 34%, on voit que, ils sont majoritairement liés à, ça c'est pas très surprenant non plus, à des espaces remarquables, des espaces à protéger, des espaces à préserver. Cependant, ces 56% donc de surface-là, on va dire, de zonages plus protecteurs, ne citent pas forcément la biodiversité en tant que motif de protection. 19%, on a les zones aquatiques humides et littorales, 11% les risques naturels, notamment inondations et risques incendie dans les espaces rhodaniens et provençal. Et enfin, donc 10% de ces surfaces ont une protection supérieure pour motif de biodiversité, soit associé à un motif paysager ou soit en biodiversité seule, et donc notamment dans l'espace provençal et dans le territoire du SCOT Provence-Verte-Verdon, qui justement exposera sa démarche plus tard dans ce webinaire.
Au niveau des vocations maintenant majoritaires, des zonages N qui sont moins protecteurs. Ce que l'on retrouve, c'est qu'on retrouve majoritairement des espaces à caractère d'habitation. On les retrouve notamment dans l'espace azuréen, où on va avoir des zonages N qui vont permettre des extensions mesurées d'habitation, des aménagements d'aires de sport et de loisirs, ou encore des zones de jardins familiaux et publics. Ce ne sont pas forcément des aménagements extrêmement artificialisants, mais qui toutefois vont engendrer des clôtures et des ruptures de continuité écologique. On trouve également des terrains militaires donc, qui représente 18% donc des surfaces couvertes par les zonages moins protecteurs, avec ici un résultat un petit peu à nuancer, car un terrain militaire, certes, en général, est clôturé, ce qui est un problème en termes de continuité, mais toutefois, ces espaces sont préservés de quasiment tout aménagement, ce qui peut, d'une certaine manière, être aussi favorable à la biodiversité. Et enfin, les loisirs. Lorsqu'on dit loisirs, ce sont les domaines skiables, notamment dans l'espace alpin, mais également des unités touristiques, campings et zones naturelles de loisirs, que l'on trouve particulièrement dans l'espace provençal. Et pour la suite des zonages, je vais passer la parole à Sylvain Thureau du service planification de la région. Alors, sur le zonage A, de la même manière, on voit que on a le zonage classique qui est très souvent répandu pour près de la moitié. Et l'on retrouve également le fait d'avoir quand même des zonages indicés qui sont a priori beaucoup plus protecteurs. Et une petite 4% qui sont considérés comme moins protecteurs. Alors je le rappelle, les zonages A agricoles, ça correspond à des zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles. Cela dit, ça n'empêche pas de recourir à ces enjeux de protection des trames vertes et bleues. Sur la vocation, les sous-zonages ou zonages indicés qui ont une vocation qu'on a considéré comme plus protecteurs, c'est sur les 31%. Si on rentre un petit peu dans le détail, on se rend compte que sur ces 30, on a, et tu peux rajouter s'il te plaît, Thibault, là, euh, une grande partie qui relève d'activités pastorales. Ça correspond donc au parcours, pâturage, zone d'estive, pacage qu'on retrouve notamment dans l'espace alpin, où on se rend compte que le règlement de ces zonages en termes de constructibilité et d'implantation diverses et variées est beaucoup plus restrictive que la zone N classique. On retrouve une bonne partie, sur également 38% de sous-zonage où la zone agricole est clairement euh, plus protectrice au titre de la préservation de la biodiversité de la trame verte et bleue, puisqu'on en retrouve où c'est explicitement indiqué, et aussi également des enjeux paysagers. Pour 11%, on retrouve des zones dites à protéger et qui correspondent finalement à la transcription des zones agricoles protégées, les fameuses ZAP, que l'on retrouve traduites dans le zonage. Et enfin, de manière à hauteur de 7%, on retrouve donc une protection qui est plutôt au titre, protection renforcée, plutôt au titre des enjeux de risques naturels, incendies, avalanches, inondations. Et donc, à contrario, donc on voit qu'on a une petite partie de 4% là, qui est un zonage plus permissif, en tout cas en termes de droit du sol, avec en effet, on retrouve des zonages A où on a des habitations implantées et qui permettent la possibilité aussi d'y construire des espaces qui sont explicitement constructibles, alors avec un lien avec les constructions agricoles ou pas forcément, et également, comme on l'a vu sur la zone N, des espaces de loisirs, d'activités économiques. Alors, on retrouve parmi cela beaucoup de campings, une partie du domaine skiable alpin, où on voit qu'il y a aussi des possibilités en termes de constructibilité qui sont un peu plus importantes, et une partie de la partie stécale, donc tous les stécales, alors on l'a vu, c'est un peu un des biais de notre étude, puisqu'on n'a pas forcément l'ensemble des stécales qui sont géolocalisés avec un périmètre dans le géoportail de l'urbanisme, mais parfois les communes mettent, pour renforcer l'information du stécal, mettent un zonage A avec un sous-zonage stécal. Donc on voit que
si on compare un petit peu les deux, que presque on aurait tendance à penser que par rapport à la slide précédente, le zonage A pourrait être presque plus protecteur pour ces enjeux de trame verte et bleue que sur le zonage N, où on l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même beaucoup de vocations dites moins protectrices dans ces zonages-là. Pour la suite, on a aussi analysé alors, de manière plus complexe la traduction dans les zones U et AU. Alors, ça représente 4%, mais on se rend compte que malgré tout, sur certains territoires, ça couvre des zones qui peuvent être importantes. Alors, les explications, c'est qu'on a véritablement un problème d'échelle, c'est-à-dire que la trame verte et bleue est vraiment à petite échelle et ne permet pas d'aller assez finement et rentrer à ce niveau précis des PLU qui est l'échelle de la parcelle. Donc, on a voilà, des problèmes de traduction d'échelle qui font qu'on a un peu de biais sur ce point-là. C'est le fait aussi qu'entre l'élaboration de la trame verte et bleue et l'élaboration des PLU, on a pu avoir des secteurs qui ont été urbanisés entre-temps. Mais en tout cas, voilà, il existe, en tout cas, on a analysé le fait que dans la transcription de la trame verte et bleue régionale, il y avait des surfaces non négligeables de zones U ou à urbaniser. Donc Au voilà, total, environ 30 000 hectares. 30 000 hectares. Enfin, on a fait une petite analyse spécifique sur les servitures d'urbanisme. Alors essentiellement, lorsqu'on parle de servitude d'urbanisme, là, on aborde deux cas. Le cas de celle qui est la plus répandue, et de loin, c'est la servitude dite des espaces boisés classés, qui relève d'un article 131 du Code de l'urbanisme, qui, je le rappelle, interdit tout défrichement et réglemente de manière importante toute coupe de bois. Et donc, on le voit qu'en termes de représentation de poids, finalement, ces EBC représentent 12%, couvrent 12% de la TVB qu'on a étudiée donc, dans cette étude, et qu'elle est majoritairement mobilisée sur les territoires plutôt méditerranéens. Donc, on voit sur les territoires de Provence-Méditerranée des surfaces très importantes de 30 000 hectares. De la même manière, sur le territoire du Pays d'Aix, plus de 26 000 hectares. Et alors, l'explication de cette utilisation massive des EBC, c'est lié donc à l'époque des plans d'occupation du sol, dans les années 80-90, où les services de l'État, donc par le biais des directions départementales d'équipement, pour des questions de sécurité civile, voulaient éviter des expansions de l'urbanisation en zone forestière qui étaient soumises à un fort aléa d'un feu de forêt. Et donc, pour contrer finalement cette dynamique qui existait à l'époque, il a été préconisé le retour donc, à une utilisation massive des EBC. Et c'est pour cela qu'à l'époque, les postes se sont retrouvés avec, si je peux l'intituler comme ça, un tartinage massif de tous les massifs forestiers et des zones boisées qui finalement perdurent lorsqu'on analyse les PLU aujourd'hui. Donc il y a une espèce de report un peu systématique de ces EBC. Voilà, qui font qu'on a aujourd'hui 12% de la trame verte et bleue régionale qui est couverte par ces EBC. Et si on fait le focus sur les territoires méditerranéens, on est sur des niveaux beaucoup plus importants. Et on a analysé aussi également une autre servitude qui est plus récente, qui est prévue par le Code de l'urbanisme, l'article 151-23, et qui est une couverture beaucoup plus marginale, puisque bon, il y a 0,3% qui simplement, et c'est vraiment localisé sur quelques PLU, étudiés. Donc voilà pour la restitution rapide de nos travaux. Donc l'idée, c'est que de vous donner envie d'aller voir l'étude dans son détail. Cela dit, on va quand même conclure par un petit peu les propositions qu'on a pu tirer de notre analyse sur ce sujet.
Alors, on va vous présenter ces recommandations sous forme de duo. Et donc, moi, je vais faire un peu la mouche du coche et je vais poser des questions un peu que tout le monde se pose. Alors, Sylvain, tu me dis encourager le recours au PLUI, mais bon, quand je regarde la carte, en région PACA, il en manque encore. Alors, je sais bien qu'il y a des élus qui commencent à se mobiliser, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que cette carte, bon, elle est assez éloquente, hein. On se rend compte que sur le sujet des PLUI, dans les plans locaux intercommunaux ou métropolitains, je dirais qu'il y a notre région et la Corse versus le reste de la France, hein, où on se voit qu'il y a un peu des. Alors, un peu historiquement, c'est que c'est aussi lié aux pratiques d'élaboration des SCOT, hein, puisqu'on est une région qui a aussi tardivement mis en place ces démarches de SCOT. Mais cela dit, bon, en effet, comme tu le disais, on voit un petit peu des discussions qui se mettent en œuvre de plus en plus importantes et que ben, le droit rend obligatoire à l'échelle des métropoles ce type de procédure. Alors, pourquoi on fait cette proposition? Parce que ce qu'on a pu constater dans le cadre de nos travaux, c'est qu'on avait des problématiques, vraiment des problèmes d'effet de coupure administrative, que ce soit lorsqu'on on prenait des cœurs de biodiversité au sein de massifs forestiers, par exemple, on se rendrait compte que lorsqu'on passait d'un PLU à la commune voisine, eh bien, on n'avait pas du tout les mêmes pratiques en termes et les niveaux de protection, avec parfois des PLU très protecteurs, avec des niveaux d'indices très protecteurs et d'autres non. Et Oui. de la même manière, lorsqu'on était par exemple sur les trames vertes, hein, le long de cours d'eau, des usages aussi qui étaient totalement différents d'une commune à l'autre, en amont et en aval. Et par exemple, ça, c'est des difficultés qui se posent pour les syndicats de rivière, hein, qui ne pas avoir forcément un zonage homogène. Donc l'idée, c'est finalement, en tout cas, c'est notre proposition, c'est que pour qu'on prenne mieux en compte ces enjeux de trame verte et bleue, ça passe en partie par finalement la généralisation de ces PLUI, ce qui permettrait à notre région pourquoi pas, rattraper un petit peu son retard en la matière. Alors, recourir au zonage indicé, comme l'avait dit Christine tout à l'heure, entre les zones NH, NF, NZH, moi j'y perds mon latin. Comment faire pour que ce soit beaucoup plus clair pour les uns et les autres? Alors en effet, je le répète, hein, 628 zonages différents dans la zone N, 243 en A. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, bon, cette diversité et cette inventivité sur les zonages indicés n'est pas simplement ne concerne pas notre problématique du jour, hein. On voit que c'est souvent utilisé pour voilà, des enjeux tout autres que la trame verte et bleue. Donc, je ne pense pas que ce soit une difficulté. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a un intérêt à ce que on puisse avoir des zonages indicés euh, vraiment marqués pour les trames vertes et bleues, avec des règlements qui soient aussi similaires pour que, comme on le disait, hein, que ce soit pour le citoyen, pour les aménageurs, pour syndicats de rivière, on ait une lisibilité sur cette notion de trame verte et bleue, des choses assez similaires. Et donc, on est plus sur un enjeu d'harmonisation plutôt que d'un développement encore, hein, d'inventivité. Donc voilà, je pense que c'est un point important et que, on le verra tout à l'heure, là, peut-être qu'on relève peut-être d'un niveau de SCOT, au niveau SCOT, ou dans le cadre des schémas de cohérence territoriale, ça sera illustré par l'intervention tout à l'heure du territoire de Provence-Alpes-Verdon. Le SCOT peut justement proposer, parce que je pense que là, on ne peut pas être dans le niveau de la prescription, mais on peut, en tout cas, peut recommander à ce que l'ensemble des trames vertes et bleues du territoire dans les PLU qui viendront sur ces voilà, soient zonés via un indice, via un intitulé similaire et avec des règlements qui soient aussi assez cohérents. Donc voilà, je pense qu'on Sylvain, est dans Valérie, le. je vais me permettre de faire un peu le maître du temps. Oui, Il il est faut, quasiment 11h30. Il faudrait qu'on passe bientôt la parole au on termine territoire on pour va leur terminer témoignage. rapidement.
Et donc, ensuite, le troisième point, c'est adapter le recours aux EBC. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors, Est-ce les que c'est la EBC, bonne pareil, solution? donc c'est un outil qui est intéressant, hein, qui protège, mais qui peut-être protège un petit peu trop dans une logique, je dirais, quoi, qui est un petit peu trop restrictif, dans une logique de gestion multifonctionnelle, notamment dans les secteurs de forêt, ou lorsqu'on parle d'enjeux de DFCI, de lutte contre le risque incendie, de coupure agricole, le BC est trop contraignant et qu'il serait plutôt judicieux de, d'avoir un recours à des zonages indicés protecteurs et de conserver les EBC pour ce qu'ils sont, quoi, en tout cas pour un usage qui est, à mon avis, et ce qui est la source initiale, c'est-à-dire pour des boisements vraiment d'intérêt patrimoniaux et paysagers, des boisements remarquables, des arbres isolés, des alignements d'arbres. Voilà, je pense qu'il y a toute une réflexion. Et d'ailleurs, je finis sur ça. Dans les Alpes-Maritimes, le préfet, via une lettre circulaire, donc demande aux collectivités d'avoir ce qu'il appelle un bon usage du classement en EBC. Et donc, c'est ce qu'on préconise, c'est que ça soit de la même manière mis en place dans les autres départements de la région. Pour les deux derniers points, on va les traiter de manière groupée. Alors, comment on fait pour pouvoir protéger la zone, la trame verte et bleue dans les zonages U et AU? Parce qu'on veut bien urbaniser, mais comment on fait pour protéger cette biodiversité? Alors, sur ces zonages UAU, alors, là, il n'est pas forcément question d'avoir des zonages U qui seraient indicés avec l'enjeu de TVB. Ça passe par la mise en place d'autres mesures, hein. Alors, on a bien entendu le règlement hein, qui permet, le règlement des zonages U et AU qui permettent d'intégrer des notions de rétablissement des continuités, des enjeux de désimperméabilisation. Par exemple, on a des coefficients de pleine terre hein, qui peuvent être mis en place. De la même manière, on a désormais les opérations d'aménagement et de programmation, qu'elles soient thématiques. Et là encore, je vous renvoie à notre travail où on a mis en exemple une OAP sur ce sujet tram verte et bleu menée sur la métropole strasbourgeoise. Mais il en existe ailleurs, hein, sur le PLUI de Nantes, d'Orléans. Donc on est plutôt sur ce type d'usage. Et de la même manière, là, pour le coup, l'espace boisé classé est un outil intéressant pour pouvoir protéger des arbres remarquables, des linéaires de boisement importants lorsqu'on est sur des enjeux de densification et d'intensification de ces zones. Et pour les zones AU, on a de la même manière hein, les OAP, hein, puisque les zones AU sont accompagnées forcément d'opérations d'aménagement de programmation, possibilité d'intégrer pleinement ces enjeux de trame verte et bleue et de paysage. Et de la même manière, dans les zones d'aménagement concerté, désormais, on a véritablement une prise en compte des trames vertes et bleues. Donc, preuve que l'enjeu trame verte et bleue ne se limite pas aux zonages A et N. Je te remercie infiniment, Sylvain. Alors, je donne tout de suite la parole à Dominique Chavy, chargé de mission patrimoine naturel au sein du PNR du Verdon. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, ça va être un retour d'expérience, on va dire un peu amont, puisque je vais vous présenter rapidement en fait plutôt la phase d'élaboration, en gros de déclinaison de la cartographie de la trame verte et bleue régionale à une échelle plutôt territoriale. Voilà, donc à l'échelle du territoire du parc. Donc en fait, on est un territoire voilà, très rural et avec un taux d'artificialisation qui est relativement faible, hein, puisqu'on était, alors ça c'est des chiffres qui commencent à être un petit peu à dater, 2015, mais on était à moins de 3% d'artificialisation sur le territoire du parc. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi, quel enjeu a décliné peut-être plus finement une trame verte et bleue régionale sur un territoire très rural, parce qu'on ne sera pas forcément confronté à des grands enjeux de fragmentation type réseau routier, voies ferrées, etc. Mais néanmoins, on a des enjeux de fragmentation qui peuvent être liés à différents phénomènes. Nous, en particulier, on est confronté dans nos espaces à la fermeture des milieux suite à de la déprise pastorale, par exemple, et à un enjeu d'arriver à maintenir les milieux ouverts et semi-ouverts qui ont un rôle très important pour la biodiversité sur le territoire. On a également, on va dire, une pression qu'on pourrait qualifier de chapeau liée au contexte de changement climatique hein, qui nous concerne tous et qui risque d'impacter aussi bien les trames écologiques que les usages, le lien qu'il peut y avoir entre activité humaine et préservation de la biodiversité, ce fil rouge qui est très important à préserver mais qui est fragile.
Et puis, comme d'autres territoires, on peut être confronté aussi au développement d'espèces exotiques envahissantes, par exemple. Voilà, et puis un souci par rapport à la qualité de nos ciels étoilés, donc ce qu'on appelle la pollution lumineuse, travailler sur les enjeux de la trame noire, voilà, comme autre enjeu. Donc, on peut passer rapidement sur ces différents enjeux. Donc là, vous avez une déclinaison donc, de la trame verte et bleue du parc qui constitue maintenant le socle en fait, de notre future charte de parc, puisqu'on est en révision de charte et on devrait repartir pour 15 ans là tout prochainement. Le choix de décliner aussi cette trame verte et bleue à l'échelle locale, c'était tout à l'heure lors de la présentation de la trame verte et bleue régionale, on a parlé des questions d'échelle. Voilà, pour nous, ça nous paraissait évident et c'est quelque chose qui remontait, que nos élus avaient exprimé. On souhaitait vraiment avoir une trame verte et bleue la plus opérationnelle possible en termes d'enjeux qui reflètent vraiment les enjeux du territoire, puisque un travail mené à l'échelle régionale ne peut pas toujours aussi finement représenter des enjeux à l'échelle locale. Donc il y avait vraiment cet enjeu-là. Et puis aussi peut-être une différence par rapport à la trame verte et bleue régionale, le souhait aussi d'intégrer les espaces agricoles dans la cartographie de la trame verte, puisqu'ils ont aussi un rôle important pour la préservation de la biodiversité. Et le souhait, c'était toujours de faire le lien entre pratique agronomique et biodiversité, de ne pas les dissocier. Voilà un petit peu. Donc, le choix a été fait d'adosser la cartographie de la trame verte et bleue au plan de parc, puisque c'est aussi un signe fort que les élus voulu donner en termes d'appropriation des enjeux de la trame verte et bleue, puisque les SCOT, par exemple, doivent être compatibles avec le plan de parc et la charte du parc. On peut passer. Alors, ce que j'ai pas dit, mais c'était visible sur la carte tout à l'heure, c'est juste un petit point. En termes de nomenclature, parce qu'on a parlé tout à l'heure notamment des zonages indicés, de la diversité des zonages indicés, le choix qui a été fait par rapport à la trame verte et bleue, c'est effectivement pour éviter peut-être un peu la complexité de lecture qui parfois rend difficile les analyses, c'est de rester sur une approche type réglementaire de la trame verte et bleue, ce qui est conseillé par le Centre de ressources nationales trame verte et bleue. En gros, deux catégories. On est soit en réservoir de biodiversité, soit en corridor écologique. Et pour chacun, on a des sous-trames écologiques. Voilà. Donc, c'était vraiment pour essayer de faciliter la lecture. La méthodologie, les élus donc, nous avaient, comme feuille de route, nous avaient donné la trame verte et bleue, il faut que derrière, elle soit le plus opérationnelle possible pour que les communes, les intercommunalités puissent s'en emparer. Mais il faut aussi qu'il y ait quand même une assise scientifique derrière, à minima rigoureuse, parce qu'à partir du moment où on va avoir des orientations déclinées dans les plus intercommunaux ou les SCOT, ça serait dommage et contre-productif qu'on ait peut-être des corridors ou des réservoirs qui étaient désignés, mais quelque part dont on n'est pas vraiment convaincu de la pertinence à la fois des périmètres et de ce qui vraiment il représente en termes d'enjeux de maintien des continuités écologiques. Donc pour ce faire, on s'est tourné sur des outils qui sont de plus en plus disponibles aujourd'hui auprès des territoires, des gestionnaires, qu'on peut utiliser sur des outils open source, type système d'information géographique comme QGIS par exemple. Donc ce sont ce qu'on appelle des plugins qui sont aujourd'hui, alors qui étaient initialement vraiment issus du monde de la recherche, qui n'étaient pas utilisables par des territoires ou des non-spécialistes, et qui aujourd'hui sont vraiment versés dans le domaine. Typiquement, vous êtes chargé de mission urbanisme, aménagement du territoire ou biodiversité. C'est des outils dont on peut s'emparer sans avoir besoin de connaissances informatiques hyper spécifiques, de matériel particulier. Voilà. Et ce qui permet à une échelle territoire d'avoir un peu des cartes de modélisation. Donc, nous on a utilisé ce qu'on appelle la méthode des indices de connectivité. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais je crois qu'à la fin de la présentation, il y a des liens Internet pour vous renvoyer vers les méthodes et les sites ressources. Et l'idée aussi, c'est de vraiment comparer ces résultats-là aussi à des données de terrain, donc à des inventaires qui avaient été réalisés, pour toujours prendre du recul. Voilà, parce que ces données-là peuvent être très intéressantes, mais elles vont beaucoup dépendre de la qualité des données sources que vous allez utiliser. Et là, notamment, il y a un enjeu par rapport aux données d'occupation du sol. Donc, nous, on avait la chance d'avoir un mode d'occupation des sols qui nous a vraiment été très précieux. Donc, on utilise souvent les intercommunalités, les utilisent souvent justement par rapport aux démarches d'urbanisme. Mais nous, le MOS a été aussi très utile et on avait fait développer une typologie spécifique, notamment renforcée sur les espaces naturels, ce qui nous ont permis de travailler dessus pour élaborer la trame verte et bleue. Donc là, vous avez des partenaires et des financements qui sont identifiés. On peut passer à la diapositive suivante. Donc voilà, la question pour nous, et en tout cas les enjeux, c'était effectivement de bien articuler aussi les trames vertes et bleues entre elles.
Donc, nous, l'échelle, on va dire, utilisable qu'on peut garantir pour la trame verte et bleue du territoire, c'est le 1/10 000e. Localement, elle a même été plus fine. Mais le but, c'est qu'elle puisse cohabiter, en tout cas se parler avec les trames vertes et bleues des territoires proches. Euh, et la difficulté qu'on peut avoir parfois, bah, typiquement, c'est quand on a des intercommunalités qui peuvent être à cheval en partie dans le parc, mais pas complètement. Et voilà, et ça, c'est parfois source de difficulté, mais le but, c'est vraiment de mettre à disposition une donnée qui est déjà utilisable, qui peut être complètement prise telle qu'elle pour sa commune ou son intercommunalité. Donc, point de vigilance malgré tout, hein, ce que je disais précédemment, on a beau avoir des outils aujourd'hui performants issus du monde de la recherche, ça reste des modélisations et dont les résultats vont beaucoup dépendre de ce que vous y mettez dedans, de ce que vous leur donnez à manger, entre guillemets. J'ai parlé des données d'occupation du sol. Donc ça, c'est sûr que les modes d'occupation du sol, et là-dessus, la région est vraiment en pointe, hein, depuis des années par rapport à tout le travail qu'elle a mené sur les démarches d'occupation du sol. Donc ça, ce sont vraiment des gros atouts dont on peut bénéficier. Mais il faut toujours revenir aussi à la connaissance que vous avez de votre territoire et pour voilà, mettre un peu en résonance ces cartographies, prendre du recul et les réajuster le cas échéant. Sinon, on peut avoir des interprétations ou des résultats qui peuvent être complètement biaisés. Alors, vous aurez le retour d'expérience après de comment une trame verte et bleue peut être déclinée dans un plan intercommunal ou à l'échelle d'un plus. Nous, on avait juste l'étape un petit peu amont parce que c'est bien de décliner une trame verte et bleue dans un plan de parc, mais concrètement, quels enjeux, quelles forces on lui donne dans la charte du parc elle-même, comment on la décline. Donc, bah, le choix a été fait d'une part au plan de parc dont je vous ai présenté, et puis bah, donc d'y transposer la cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Et donc, au sein de notre charte, nous avons ce qu'on appelle des dispositions pertinentes qui viennent justement préciser comment prendre en compte, en tout cas quels enjeux on attend, quel regard on attend des différentes communes, des intercommunalités pour la prise en compte de la trame verte et bleue. Et à un titre d'exemple, par exemple, on a aujourd'hui un fort développement des énergies nouvelles renouvelables, hein, par rapport au contexte actuel. Essayer bon, déjà en premier lieu de réduire nos consommations, mais aussi de se tourner vers des énergies plus vertueuses. Mais par contre, ça peut poser des problèmes sur des territoires très ruraux, puisque concrètement, sur des territoires comme les nôtres, ce sont avant tout les espaces naturels qui sont prospectés. On a très peu de bâtis artificiels, enfin d'espaces artificialisés ou de centres commerciaux. On pourrait mettre par exemple des panneaux en toiture. Du coup, c'est beaucoup les espaces forestiers et les garrigues aujourd'hui qui sont sous pression par rapport à ces projets-là. Et donc typiquement, bah, une disposition qu'on a reprise, c'est qu'en réservoir de biodiversité, c'est incompatible. Voilà, ça c'est un exemple. On peut poursuivre. Voilà, donc quelques exemples de dispositions pertinentes qui sont reprises. Donc ça, c'est vraiment des exemples types, hein, qui ont été extraits. Il y en a un certain nombre qui ont été notamment travaillés avec les agences d'urbanisme pour vraiment s'assurer de leur compatibilité, en tout cas de leur mise en œuvre opérationnelle, voilà, à destination des communes et des intercommunalités. En particulier, pour vous illustrer un exemple, un enjeu d'avoir ce que nous on appelle la sous-trame des milieux agricoles, hein. Souvent, on parle de trame brune aussi, on entend souvent cette déclinaison dans les cartographies de trame verte et bleue. Voilà, c'est d'apporter un focus sur tout ce qui va être infrastructure agroécologique, hein, dans les milieux agricoles. Voilà, sensibiliser les communes, les inciter à identifier les haies, les arbres isolés, qu'on puisse les préserver. Donc ça renvoie aussi à des notions d'indice, de zonage indicé dont on a parlé tout à l'heure, dont il était question. L'idée, c'est pas forcément de figer le paysage, hein, puisqu'un paysage est en évolution, hein, mais bien d'arriver à maintenir une qualité du paysage, une trame écologique paysagère par rapport aux espèces qui ont été identifiées, qui dépendent de cette qualité paysagère. Des préconisations aussi sur la prise en compte du risque d'espèces exotiques envahissantes qu'on peut retrouver par exemple dans des haies, dans des limites séparatives de propriété. Et surtout, on est très vigilant par rapport au long des cours d'eau, puisqu'on sait que les cours d'eau sont des voies préférentielles de dissémination de ces espèces. Donc là aussi, vous allez retrouver des préconisations d'espèces et une liste d'espèces à proscrire. Alors peut-être avant de passer au second cas pratique, une question qui a été posée, une question de compréhension. Ah ben, ok, on vient d'y répondre sur la différence entre les réservoirs de biodiversité et couloirs écologiques, mais je vois Oui, que dans le chat que Carole Breton vient de répondre par écrit. bon, donc s'il n'y a pas besoin de compléter, sinon vous dites, en fait, si vous voulez, les réservoirs de biologiques, c'est vraiment les cœurs de population des espèces.
C'est là où on va voir les effectifs les plus importants et sont importants pour le cycle vital qui est à la fois la reproduction, le déplacement et l'alimentation des espèces. Les corridors écologiques, vous allez retrouver ces 3 fonctions aussi. Ce n'est pas qu'une question de déplacement quand on parle de corridors écologiques, mais néanmoins, on n'est pas forcément sur des cœurs de population. Mais ces corridors, ils ont une importance qui est cruciale parce que si vous avez des réservoirs de biodiversité qui sont complètement isolés, qui ne communiquent pas entre eux, eh ben, ils risquent d'être cloisonnés petit à petit, les populations de disparaître. Il y a vraiment besoin d'un échange entre les réservoirs de biodiversité, d'où l'enjeu de maintenir au sein de ces réservoirs de biologiques, enfin entre ces réservoirs de biologiques, des corridors. Et typiquement, je vous parlais du changement climatique, une des problématiques qu'on a sur le territoire, c'est qu'on se rend compte qu'on a des espèces qui commencent à remonter de plus en plus en altitude parce qu'elles ne trouvent plus les conditions favorables dans leur station jusqu'à maintenant. Typiquement, c'est des papillons qu'on suit au niveau des Alpes, hein, comme l'Apollon ou le semi-Apollon, sont remontés de plusieurs centaines de mètres en l'espace de 50 ans. Et qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, quand elles remontent, ok, elles remontent, mais si l'habitat n'est pas favorable, il n'y aura pas de reproduction, à terme, les populations vont disparaître. Et puis surtout, ce qu'on constate sur le territoire, c'est qu'on a bien identifié des corridors de passage entre des massifs montagneux. Et ces corridors, ils ont un rôle essentiel pour permettre la circulation des papillons pour éviter que les massifs se retrouvent cloisonnés. Donc ça veut dire que dans ces corridors, on peut être dans des vallées, on peut être à plus basse altitude, mais il faut arriver à maintenir une perméabilité des milieux pour ces papillons. Voilà, c'est un exemple type, hein, mais on en aurait bien d'autres. Et merci infiniment, Dominique. Merci à Donc, vous. on faudra peut-être des questions en fin de séminaire. Donc, je laisse la parole à Provence Verte Verdon, à Sylvie Berthoumieux et à Madame Nicole Ruland. À tous. C'est à Donc, vous. on va faire un focus sur le SCOT Provence Verte Verdon. D'abord, on va faire un petit focus pour présenter un peu le territoire. Juste en amont, le SCOT est un SCOT révisé qui a été approuvé en 2020. Le premier SCOT a été approuvé en 2014. C'est important au niveau des dates, vous allez voir par la suite. Donc, le territoire Provence Verte Verdon se situe dans le centre-ouest du Var. Il représente 20% du département du Var. Il est composé de 2 EPCI, la communauté de communes Provence Verdon au nord et la communauté d'agglomération Provence Verte au sud. Il y a 43 communes et environ 122 000 habitants. On a également 2 parcs naturels, le parc naturel du Verdon au nord et le parc naturel régional, de la Sainte-Baume au sud. Et enfin, on a 7 sites Natura 2000 au sein de notre territoire. On peut passer à la diapo suivante. Du coup, sur ce territoire quand même remarquable, il y a 2 enjeux principaux qui sont mis en avant. Le premier, c'est consolider la trame verte et bleue du territoire pour limiter l'impact de l'urbanisation sur les ressources et les espaces naturels. Cet enjeu a été décliné selon 3 objectifs. C'est limiter la consommation et la fragmentation des espaces naturels, agricoles et forestiers, assurer le maintien et la remise en bon état des continuités écologiques et améliorer la qualité des paysages en favorisant les interconnexions entre le maillage vert et le maillage urbain en développant la nature en ville. Il y a également un autre enjeu qui a été de préserver et valoriser l'enveloppe foncière agricole en menant une politique de reconquête agricole en accroissant les terres agricoles et agricolables. Donc, je vous donne la définition en fait de ce qu'est une terre agricolable. C'est un espace non bâti, non cultivé et ou en friche depuis plus de 20 ans et représentant un potentiel agricole exploitable ou irrigable. Au niveau des PLU, ils sont zonés AF. Et également, on a essayé de conserver à minima l'enveloppe foncière agricole identifiée lors du mode d'occupation des sols de 2014. Diapo suivante. Là, on va faire un focus très précis sur la TVB de notre territoire. La TVB de la Provence Verte Verdon, en fait, elle a une terminologie propre par rapport au SRCE. En effet, je vous ai dit que le premier SCOT a été approuvé en 2014 et le SRCE a été approuvé en 2014. Du coup, nous, on avait une TVB qui venait avant cette date-là et on a gardé notre terminologie, en particulier au niveau des réservoirs de biodiversité. Nous, on appelle ça des cœurs de nature.
Du coup, la trame verte et bleue a tenu à s'appuyer sur les axes de déplacement des espèces et elle a défini ainsi des sous-trames, les zones d'extension de cœur de nature, des zones relais, des zones relais boisées, semi-ouvertes et ouvertes, et enfin des corridors écologiques. Mais elle définit aussi des zones de fragilité qui sont des fonctions de passage ou des zones protégées de toute artificialisation. Et enfin, on retrouve les corridors écologiques qu'il y a aussi dans le SRCE. Diapo suivante. Donc, au niveau des recommandations du SCOT et de la déclinaison au niveau des PLU, donc on a des recommandations au sein des cœurs de nature, des extensions de cœurs de nature, mais aussi des corridors écologiques. Donc, on en parle depuis quelque temps, là, au niveau des zonages indicés. Donc, nous, on préconise au niveau du SCOT, au niveau des PLU, un classement d'un zonage indicé de protection renforcée NCO. Donc, CO qui veut dire corridor pour les espaces naturels et la même chose au niveau des espaces agricoles avec un A indicé CO. On a également, on préconise d'identifier les cœurs de nature dans les documents graphiques du règlement et faire des prescriptions visant à garantir leur préservation et leur fonctionnalité. Pour les zones agricoles à fort enjeu de biodiversité, on demande à délimiter des espaces strictement non constructibles, accompagnés de mise en place de pratiques agro-environnementales. Et il y a également des actions d'animation et de sensibilisation des usagers locaux et des touristes grâce au PNR et aux écogardes, et aussi grâce aux animateurs Natura 2000. Alors, Au sein des zones de une question du, fragilité. une question du chat de compréhension, je me permets de vous interrompre. C'est qu'est-ce qu'une zone relais? Nous Les demande-t-on. zones relais des extensions. Des zones relais boisées, des zones relais semi-ouvertes et des zones relais ouvertes. En fait, c'est des axes de déplacement. En fonction du paysage, on les a classés différemment. Du coup, autre recommandation au sein des zones de fragilité et des points de restauration potentielle, quelques exemples. On maintient des coupures d'urbanisation et de la préservation de fuseaux d'espaces naturels non fragmentés via un classement en zone N. On essaie de préserver les espaces agricoles qui participent à la gestion du risque d'inondation. On essaie aussi de permettre la renaturation des berges et végétalisation des accotements. Et également, on essaye de mettre en avant des performances environnementales des installations ou des aménagements envisagés. Je vais passer la parole à Madame le maire de Correns pour qu'elle vous explique la déclinaison du SCOT au sein de sa commune. Oui, bonjour, Nicole Ruland, donc je suis maire de Correns, petit village de 900 habitants qui a une particularité, notamment au niveau de l'agriculture, puisque la quasi-totalité des terres agricoles sont cultivées en bio depuis 1995. Donc, des études avaient été menées sur l'impact de cette agriculture sur la biodiversité et ça avait fait émerger la présence d'espèces assez rares et qui étaient conservées notamment grâce à ce type d'agriculture. Tout ça pour vous dire que nous sommes particulièrement sensibles à la biodiversité et nous avons essayé de répondre aux préconisations du SCOT sur les corridors écologiques en mettant en place bien sûr des zones ENCO comme corridors écologiques. Dans ces zones, le défrichement est impossible, on ne peut pas modifier la nature des sols, on ne peut pas étendre les constructions existantes. On laisse aussi une bande inconstructible non aménageable de 10 mètres le long des cours d'eau et seules des clôtures végétales sont autorisées. Dans notre PLU, nous avons également identifié et protégé des zones humides. Et dans la zone U, nous avons créé des zonages de jardins protégés. Là, on est plus pour lutter contre les aléas climatiques, les ruissellements et la canicule. Sur notre PLU également, nous avons identifié des gîtes à chiroptères. Nous les avons
cartographiés pour les protéger. Donc, quand on a commencé à travailler sur notre PLU, en fait, ça a été dit précédemment, il nous a manqué l'échelle locale au niveau des cartographies et des enjeux sur notre commune. Donc, nous avons fait, aidé par la région d'ailleurs, un ABC communal de la biodiversité pour nous préciser quels étaient les enjeux sur la commune et aussi pour l'utiliser comme un outil d'évaluation, puisque c'est une photographie des populations à un instant T. Et lorsque nous mettons en place notre plan d'action par rapport à cet ABC de la biodiversité, nous aurons les moyens de cette étude scientifique chiffrée pour évaluer l'impact positif, je l'espère, des actions qui auront été mises en place. Dans un deuxième temps, dans notre PLU, dans la prochaine révision du PLU, nous espérons et nous envisageons de retranscrire les actions, graphiquement, les actions mises en place dans le cadre de l'ABC de la biodiversité. Alors, il a été dit tout à l'heure qu'on était assez mauvais élèves sur les PLUI en Provence, mais il y a peut-être un aspect de l'aborder différemment. Par exemple, nous, on voit bien qu'avec notre travail sur les corridors écologiques, on a inspiré ou du moins incité les communes limitrophes à poursuivre notre travail et à donner de la cohérence entre leur PLU, par exemple la commune du Val, leur PLU et le nôtre. Deux autres communes limitrophes ont également fait un ABC de la biodiversité, Cotignac et Pontevès. Et là, nous sommes en contact et notre plan d'action sera un peu le banc d'essai pour les prochaines étapes. Donc, on croit quand même fermement à l'essaimage. On essaie, on essuie un peu les plâtres et puis ensuite, ce qui marche peut marcher ailleurs. Pour ce travail, il a été réalisé en collaboration étroite avec le syndicat mixte de la Provence verte, pour l'animation aussi avec le Natura 2000, avec l'animateur Natura 2000 et bien sûr la région qui nous a aidés surtout pour l'ABC de la biodiversité. Je pense qu'il faut aussi, si on devait donner une recette pour protéger la biodiversité, je dirais qu'il faut tout d'abord une volonté politique, une construction du PLU participative pour que les enjeux soient partagés avec le plus grand nombre des acteurs et des utilisateurs du territoire. Il faut aussi un bon accompagnement et il faut chercher la connaissance là où elle se trouve. Donc, je l'ai déjà dit, la région, le syndicat mixte à Provence Verte Verdon, et il faut un bureau d'études aussi pour nous accompagner, un bureau d'études qui soit à notre écoute. Et puis, s'il n'entend pas très bien, il faut lui répéter plusieurs fois quelles sont nos intentions. Et ensuite, il faut une équipe au niveau communal pour s'approprier le projet et veiller au respect de la réglementation. J'ai à côté de moi Mathilde Brunet qui est la technicienne qui s'occupe de l'urbanisme à Correns. Et franchement, si elle ne s'était pas approprié ce PLU, si elle ne veillait pas au quotidien aux infractions possibles et aux risques de débordement, eh bien, ce PLU ne servirait à rien. En fait, moi, quand on a construit le PLU, j'avais envie que le PLU retranscrive un petit peu notre programme politique. Quelqu'un qui arrive sur la commune, qui ne connaît personne et doit pouvoir voir dans ses documents réglementaires quelles sont les intentions des politiques de la commune.
Voilà ce que j'avais à dire sur les corridors écologiques. Et peut-être une première question du chat de compréhension hein, pour vous, Madame le maire. Les annexes de construction d'habitations existantes sont-elles autorisées ou interdites dans les zones NCO? Alors, les annexes, non, 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 il n'y a pas d'agrandissement possible sur les constructions existantes. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin des présentations et interventions, et donc c'est le moment de passer au temps d'échange. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été mentionnées dans le chat, donc qu'on peut évidemment les traiter, mais s'il y a également des interventions orales, n'hésitez pas à lever la main et on va vous donner la parole. Alors, à lever la main, je vois que quelqu'un lève la main physiquement. Il y a une petite option lever la main, il me semble, sur l'ordinateur. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer, Monsieur Fécourt. Oui, bonjour. Moi, j'habite le Rouret, dans les Alpes-Maritimes, commune du canton de Valbonne, là où il y a Sophia Antipolis, le technopole. Voilà, j'ai une question. Dans mon PLU, il n'est pas question de trame verte ni de trame bleue, mais il est question d'espaces non bâtis en zone urbaine. Est-ce que c'est la même chose? Vous m'avez entendu? Oui, on vous a entendu. Alors, je ne sais Merci. pas s'il y a des représentants du PLU en question. Ah, je ne pense pas, non. Des représentants du PLU, je ne pense pas. Mais il faut me faire confiance. La question est la suivante. Est-ce que quand on ne parle pas, est-ce que les espaces non bâtis en zone urbaine, article L151-23, font office de trame verte et de trame bleue? Alors, je vais peut-être apporter un premier élément de réponse, mais peut-être Sylvain ou Valérie ou d'autres, hein, je vous laisserai compléter. Disons que ces outils-là, ils peuvent couvrir des espaces qui relèvent de la trame verte et bleue. En fin de compte, on va dire que c'est un peu deux échelles différentes. Il y a la trame verte qui est globale, qui relève finalement des espaces à forte biodiversité, et ensuite le 151-23 ou le zonage N ou le zonage A ou autre type de zonage, on va dire, va constituer en fin de compte du droit applicable d'urbanisme sur ces espaces-là. En l'occurrence, si une zone en 151-23 recouvre un espace de la trame verte et bleue, il y a, donc c'est ce qu'on appelait tout à l'heure, hein, les espaces verts protégés, hein, enfin, c'est une dénomination, on va dire, un petit peu générique, et globalement, cela apporte un niveau de protection, clairement, enfin, au niveau du document d'urbanisme. Mais c'est saupoudré sur le territoire. Moi j'ai l'impression que c'est du clientélisme. C'est à la parcelle, vous voyez, il y a des zones vertes qui sont dessinées, des patates sur certaines parcelles, où il y a des arbres actuellement, et c'est régi, espace non bâti en zone urbaine. Voilà. Bon, voilà, c'est des petites zones qui sont dessinées de façon très artistique sur le PLU. Voilà, bon, c'est tout. Je clôt le. Merci pour C'est votre peut-être pas facile témoignage. de répondre à cette question, je comprends. On a une question aussi qui évoque les obligations légales de débroussaillement. Comment les appréhender lorsqu'on est en présence d'un EBC? Est-ce qu'il y a... Maître Dominique, si vous voulez répondre. On va envoyer la patate chaude. Ah non, c'était pas ça. Ou Sylvain, qui connaît bien les Ou EBC également, Sylvain. peut-être. Alors, je peux pas juste parler des OLD, puis après, vous pouvez compléter par rapport du coup aux EBC. C'est vrai qu'on a de plus en plus, hein, je pense, sur vos communes, et nous on le voit sur le territoire, des questions par rapport à la conciliation des enjeux liés au risque feu de forêt. Comment j'applique les obligations légales de débroussaillement et que ce soit compatible avec les enjeux de biodiversité. Donc en ce moment, il y a les arrêtés préfectoraux là, qui sont en cours de réécriture, puisqu'il y a un arrêté ministériel qui a redéfini un petit peu les conditions, les modalités de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, et qui va permettre notamment, tout en gardant une attention, et c'est une priorité, hein, à la défense contre les feux de forêt, donc à essayer de se prémunir au plus possible du risque, et en tout cas de permettre aux pompiers d'intervenir dans des conditions sécurisées.
de mieux prendre en compte aussi les enjeux de biodiversité dans les modalités. Donc là, il y a tout un travail au niveau régional qui est en cours depuis plusieurs mois et qui est en passe de se terminer, notamment avec une meilleure prise en compte des enjeux de trame écologique. Je crois que c'est marqué dans l'arrêté préfectoral. La possibilité aussi de meilleure prise en compte d'espèces protégées, par exemple, donc qui pourra se traduire par un assouplissement de certaines règles qui étaient demandées jusqu'alors. Et à contrario, par contre, dans les communes qui sont en aléa fort, très fort risque feu de forêt, on n'aura pas forcément les mêmes souplesses. Voilà. Mais ce n'est pas encore validé, hein, donc je ne peux pas en parler plus. Puis moi-même, je suis en train de décortiquer un peu les documents. Donc, et par rapport aux espaces boisés classés, nous, je ne pense pas qu'on y ait été confrontés. On a eu des demandes de propriétaires forestiers, par contre, qui étaient concernés par des OLD et qui s'inquiétaient par rapport notamment à une trame de vieux bois, des gros arbres qu'ils avaient qui pouvaient être impactés. On a souvent des questions de riverains, d'habitants qui nous disent moi j'ai des gros arbres en bordure de ma maison, ils sont remarquables. C'est vrai que d'un point de vue paysager, certains le sont. Est-ce qu'on va me demander de les couper ou pas? Donc voilà, il y a pas mal de préoccupations qui peuvent remonter. Et des réunions là sont prévues, je pense, sous l'égide des services de l'État, auxquels les territoires vont participer dans les mois qui viennent, pour justement expliquer ces nouvelles modalités de mise en œuvre de manière un peu pédagogique, puis qu'elles soient le plus opérationnelles possible. Mais par rapport aux EBC, j'ai pas assez de recul par contre. Merci. On a d'autres questions? Peut-être juste rajouter puisque Thibaut disait sur le volet EBC, hein, et je complète l'intervention un peu rapide que j'ai eu tout à l'heure, c'était l'idée de, voilà, le constat, c'était qu'on avait eu finalement une réutilisation, quoi, un maintien depuis les postes jusqu'au PLU aujourd'hui, des EBC tels qu'ils avaient été élaborés à l'époque. On est plus sur une question de re-questionner finalement ces EBC plutôt que de les réappliquer de manière un peu systématique. Et je pense, bon, avec le lien de l'enjeu de obligation légale de débroussaillement, peut-être c'est aussi de le re-questionner au prisme de ces obligations-là. Et je l'indiquais aussi au prisme des enjeux aussi de gestion du risque incendie de manière plus globale, puisqu'on se rend compte que les EBC peuvent être un frein à l'implantation de coupures de combustible, par exemple, qui peuvent être utiles, ou à l'instauration de pratiques pastorales ou silvopastorales. Donc voilà, l'idée des EBC, c'est pas tant de dire c'est un mauvais outil, mais plus c'est un outil qui a, en tout cas dans un usage massif, qui est à re-questionner pour les positionner au bon endroit, pas forcément de manière systématique. Et voilà, parce que voilà, comme je l'avais indiqué, ça peut être un frein à une gestion multifonctionnelle des forêts, par exemple, avec des enjeux d'accueil du public aussi, gestion du risque incendie, développement du pastoralisme. Donc voilà, c'est plus, et ça me permet de répondre à une question qui avait été évoquée dans le chat. On va avoir une autre question. Il me semble que Carole Breton sollicite la parole. Oui, Carole Breton, oui. Oui, bonjour à tous. Du coup, par rapport aux EBC, c'est vrai que nous, on en a beaucoup sur le territoire. Le recours à cet outil est parfois controversé dans les grandes zones de massifs forestiers où effectivement on a le sentiment qu'on a des grands EBC qui sont définis. Toutefois, moi, on m'a récemment dit, et c'est un bureau d'études qui me l'a dit, que comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il a beaucoup été utilisé, cet outil, du coup il est connu. Et du coup, il est à peu près compris. Et mine de rien, c'est pas négligeable, en fait. Je pense que ça facilite aussi le travail derrière de pédagogie des élus et de leurs services techniques auprès des habitants. Donc, peut-être qu'il faut pas non plus... Enfin, peut-être qu'il faut l'utiliser avec, voilà, avec tact et parcimonie, mais n'empêche que il a quand même cet atout-là. Enfin, ça, c'était plus un témoignage que je voulais faire. Moi, j'ai une question aujourd'hui... c'est que je vous remercie déjà pour cette étude qui est très intéressante de diagnostic de tous ces outils qui sont définis pour protéger la biodiversité et les paysages en région. Mais là, on est un peu côté amont, c'est-à-dire côté des planificateurs, des services qui planifient et qui réalisent les documents d'urbanisme.
Moi, la question que j'ai, c'est derrière, au niveau du droit du sol, au niveau de l'application du droit du sol et de ces outils-là en cas de projet de construction, d'aménagement, enfin voilà, de tout type de projet, comment ces outils sont compris et pris en main par les porteurs de projets. C'est-à-dire, je suis un habitant, j'ai un projet d'extension. Comment je comprends réellement un EBC, comment je comprends le L151-23, comment je comprends le zonage N indicé, et quel outil finalement est le plus pertinent en fonction de quelle situation derrière vraiment en application du droit du sol. Et ça, moi, enfin voilà, je vais finir là, mais moi, je ne sais pas toujours. Quand j'ai une grande zone humide de type ripisylve, bon, bah, on sait qu'on va plutôt mettre potentiellement de l'EBC. Mais si j'ai une zone humide ponctuelle, c'est peut-être pas le meilleur outil. Peut-être que le zonage indicé ne l'est pas non plus. Et je ne sais pas comment derrière, effectivement, le porteur de projet vraiment se saisit au mieux de ces outils-là. Et j'ai l'impression que ce serait un REX, enfin, voilà, qu'il y aurait vraiment une étude à mener de ce côté-là et auprès des porteurs de projet et des services instructeurs. Merci. Alors, puisqu'on évoquait les services instructeurs, il y a peut-être un témoignage de Madame Lydia Pastor là, qui nous faisait part du fait qu'ils étaient donc l'instauration de l'astreinte administrative. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus et compléter votre intervention écrite? Non, ça ne semble pas. Et peut-être qu'elle nous a quittés, Madame Pastor. Parce que ça me semblait particulièrement intéressant, quoi, et puis ça faisait écho un petit peu aux propos précédents hein, sur voilà, la Madame vision Pastor vient de dire service instructeur. que son micro ne fonctionne pas. Donc D'accord. pour le coup, elle ne pourra pas répondre directement. Mais parce qu'il y avait un autre sujet également qui était assez intéressant, qu'elle avait souligné dans le chat hein, sur l'utilisation du 151-19 hein, dans le PLU pour les roselières, plérimellifères, canaux d'irrigation et alignement d'arbres. Mais donc on n'aura pas forcément plus de détails, plus de détails là-dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Parce que sinon, moi, j'aurais peut-être une question à poser à nos intervenants sur la relation avec les bureaux d'études qui sont mobilisés hein, sur l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme. Quelles seraient, selon vous, on va dire, un peu les bonnes pratiques pour assurer une prise en compte optimale et qualitative des enjeux de biodiversité dans leur travail? Moi, je voulais juste par rapport au rôle d'un SCOT et d'un document de planification voulu par les élus. Tu veux dire quoi derrière? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde. Ah, je crois attendez, il y a un micro qui s'est... Hop, c'est bon, allez-y, Sylvie. Et puis revenir un peu sur votre carte PLUI au sein de la région de PACA. Donc, on n'est pas des bons élèves, je l'entends, mais il y a quand même une majorité de SCOT et le document de planification SCOT est là pour aiguiller les communes, accompagner les communes, et c'est un peu la carte qu'on a vue tout à l'heure par rapport au zonage indicé sur 2 communes limitrophes. Et moi, je trouve que, OK, on n'a pas un PLUI, mais l'outil SCOT est quand même assez avantageux pour le décliner au sein de notre ensemble de territoires. Je vais prendre un petit exemple autre que que le zonage indicé ACO ou NCO. On est confronté ouais, on va dire ce mot-là, à de l'implantation de centrales photovoltaïques au sol sur le territoire de la Provence-Verdon. Et on essaye de prendre aussi un zonage indicé identique au niveau de l'ensemble de toutes les communes, qui est le zonage NPV. Voilà. Donc, et on incite les bureaux d'études, du coup, à homogénéiser leur zonage à l'ensemble de nos 43 communes quand il y a une révision de PLU. Voilà le témoignage que je voulais apporter.
Encore une question? Et peut-être, oui, une question qui vient d'Agathe Mitton. D'Agathe. Oui, Vous alors avez on la est parole, plusieurs Agathe. dans la salle. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. On est plusieurs dans la salle, hein, donc on est de l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. On met en œuvre 3 PLUI et on accompagne le SCOT de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est plus un retour d'expérience qu'une question. C'était simplement pour témoigner de la difficulté aussi qu'on peut avoir sur certains PLUI à, comment dire, à faire de la trame verte et bleue un préalable dans les documents d'urbanisme, à bien l'expliquer et surtout dans la phase d'évitement, dans la phase éviter, réduire, compenser de l'évaluation environnementale. On a beaucoup de mal quand même comment dire, essayer d'accompagner les directions de planification à bien hiérarchiser et à bien comprendre que quand on n'évite pas, ensuite c'est quand même assez difficile de réduire et de compenser. Et très souvent, c'est trop tard. Et on a remarqué aussi, ça c'est un témoignage, c'est que dans les avis PPA qui étaient donnés, alors j'ai en tête un peu les avis MRAE, mais pas que, souvent la question de la trame verte et bleue était traitée, mais un peu à la marge. Ou en tout cas, elle émergeait pas sur les gros sujets. Des fois, on a des zones AU qui sont sur des zones de corridors vraiment majeures, intermassifs, régionaux, qui concernent des PNR ou des parcs nationaux, et qui sont, voilà, ces zones AU sont très peu relevées dans les avis PPA. Et donc, s'il n'y a pas de discours dans les avis PPA, après, c'est encore plus dur, en fait, d'expliquer et de réinsister sur l'évitement. Voilà, c'est plus un retour d'expérience par rapport à ça. Donc, s'il y a des éléments à améliorer, voilà, ça peut être une des pistes. Merci beaucoup pour ce retour, à ce témoignage, oui. D'autres questions encore dans la salle? Ou des témoignages aussi? Alors, on a une question dans Oui. le chat. Confirmez-vous qu'il faut éviter tout zonage NPV, dont je suppose PV pour photovoltaïque, en réservoir écologique? Alors, là-dessus, peut-être un premier élément de réponse issu du SRADET, hein, donc dans la règle 19C, il me semble, du SRADET, appel à localiser en priorité les installations de production photovoltaïque sur les terrains artificialisés ou anthropisés. Voilà, donc que ce soit aussi bien des délaissés routiers, des délaissés d'aérodromes, mais évidemment des toitures, hein, ou diverses zones. Donc ça, dans tous les cas, c'est on va dire, au niveau de la hiérarchie des normes, hein, là, la règle, hein, par rapport à laquelle les SCOT doivent observer un rapport de compatibilité. Et là, je vois déjà deux demandes de prise de parole, donc de Madame Ruland et également du SCOT du bassin de vie d'Avignon, donc peut-être dans l'ordre que vous souhaitez. Oui, alors moi je pense qu'effectivement ça ne matche pas, quoi, le photovoltaïque et les zones de corridors écologiques. À Corrence, tout photovoltaïque au sol est interdit dans n'importe quelle zone et on favorise l'installation en toiture. Je crois quand même qu'il faut, bien sûr, on est favorable aux énergies renouvelables. Il y a d'ailleurs, on a répondu au zonage qui nous était demandé, mais commençons par utiliser ce qui est anthropisé. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui,
Tout à Oui, fait. Très bien, très en bien. On fait, vous entend, on vous entend. merci. En fait, moi, je voulais revenir sur la question des zonages indicés parce qu'en fait, je trouve qu'on se focalise quand même beaucoup sur les zonages A, les zonages N, les zonages indicés et qu'en fait, on tombe vite dans une complexité des documents d'urbanisme avec des zonages, des sous-zonages, des sous-sous-zonages avec des indices parfois à rallonge. Il ne faut pas oublier quand même que depuis 2015, enfin en 2015, il y a quand même eu la modernisation des documents d'urbanisme avec la possibilité d'utiliser des outils qui permettent de s'affranchir en fait de ces zonages-là, donc des outils graphiques comme des trames graphiques réglementaires qui peuvent être reportés dans les OAP. D'ailleurs, les OAP peuvent se substituer au règlement également. Ça s'est fait dans plusieurs pays, lui, notamment dans l'Est et dans l'Ouest, il y a plusieurs exemples d'utilisation de ces trames pour éviter d'avoir trop de sous-zonage naturel, de pouvoir reporter les trames vertes et bleues directement sur le règlement graphique, en fait, et d'avoir des reports dans le règlement et d'avoir une Oui, lisibilité c'est vrai. qui est facilitée et qui permet de passer sur tous les zonages, y compris U parfois, ou AU, dans lesquels on n'est pas obligé d'avoir des sous-zonages U pour des zones naturelles. Donc voilà, je voulais simplement rappeler qu'en fait, il y a d'autres outils aussi qui permettent plus facilement d'intégrer les trames vertes et bleues dans les documents d'urbanisme et qui permettent de protéger ces espaces-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, un message dans le chat là, sur justement, pour faire le lien avec ce que tu évoquais clairement là, sur les opérations d'aménagement de programmation thématique, trame verte et bleue spécifiquement, pour savoir si donc sur le territoire régional, il y avait des PLU ou PLUI qui avaient vraiment des OAP thématiques. Alors, à notre connaissance, on n'a pas forcément trouvé. C'est pour ça qu'on est allé chercher du côté de l'agglomération strasbourgeoise, pardon, du côté de l'agglomération nantaise aussi et d'Orléans. Alors peut-être est-ce que dans l'Assemblée, certains ont connaissance, parce que voilà, on n'a pas forcément une connaissance de tous les PLU, donc est-ce que ça existe en région ou pas? Bah, on avait quand même souligné l'OAP Montfavet quartier de gare Oui, dans le PLU d'Avignon et également dans le chat on a également rajouté oui. l'OAP cycle de l'eau du projet PLU Pays d'Aubagne qui Mm. était également intéressant dans sa gestion justement des ripisylves et des zones et des berges. On a une intervention de Sophie Trélia. Oui, donc Sophie Tréglia, je travaille à la métropole et notamment sur le PLUI, Métropole Aix-Marseille, pardon, et notamment sur le PLUI du territoire du Pays d'Aix. Sur le PLUI du Pays d'Aix, qui est tout récent, hein, qui n'a pas dû rentrer dans votre analyse parce qu'il a été approuvé en décembre 2024, il y a effectivement une OAP thématique qui s'appelle, alors on ne l'a pas nommée OAP thématique trame verte et bleue, elle s'appelle ressources, biodiversité, paysage, exactement. Et dans cette OAP thématique, on a essayé de faire passer le message que effectivement, dans le PLUI, il y a beaucoup d'outils qui peuvent permettre de traduire la trame verte et bleue. Donc, l'OAP thématique, elle donne ce cadre pour expliquer tous les outils qu'on a utilisés, aussi bien OAP thématique, sectorielle et éléments de règlement, zonage, éventuellement EBC, EVP, etc., etc. Et comment ces outils-là sont utilisés pour traduire la trame verte et bleue. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est une OAP trame verte et bleue, mais c'est une OAP qui... on a trouvé ce contenant-là pour expliquer la démarche trame verte et bleue à l'intérieur du PLUI du Pays d'Aix. Très bien, ben merci Sophie pour cette précision. Donc on renverra, on essaiera de la mettre à disposition
sur notre site internet Connaissance du territoire, en même temps que ça a été noté dans le chat, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, sur le sujet des EBC, donc la lettre circulaire du préfet des Alpes-Maritimes, hein, qui apporte un éclairage intéressant sur le bon usage des EBC qui est demandé dans ce département. Donc on vous en renverra donc un seul lien vers notre site. Vous allez retrouver par ailleurs donc l'intégralité de l'étude, hein, dont on vous a fait un condensé rapide. Le lien donc la présentation du jour et le replay, puisque ce webinaire est enregistré. Et donc, de la même manière, on vous renverra aussi sur l'ensemble l'ensemble des ressources et des contacts là, qui vous sont présentés là pour prolonger ces échanges. N'hésitez pas à nous contacter et contacter les intervenants. Et donc, il y a en effet les OAP Nature en Ville de la commune de Lagarde dans le Var et également dans le Var, hein, l'OAP sectoriel de la commune du Val, qui ont été également cités par intervenants et participants à ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à nous les adresser, hein, pour qu'on puisse les compiler. On les mettra à disposition de la communauté. Voilà, c'est l'intérêt de ce genre d'événement aussi, c'est de partager des initiatives qui ne seraient pas forcément, qu'on n'a pas mis à l'honneur aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Valérie, je te laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation, notamment les intervenants qui ont pris du temps pour nous faire partager leurs travaux, leur expérience, et on voit que c'est encore un sujet riche d'enjeux, et d'enjeux pour l'avenir aussi, et pour protéger notre belle nature, qui est notre bel écrin de la région sud. Donc comme disaient mes collègues, il y aura un replay pour ce webinaire. Et peut-être que si des questions n'ont pas encore été traitées, on en profitera aussi pour répondre à quelques questions. Voilà, je vous remercie infiniment tous et toutes. Et je vous souhaite une bonne fin de journée en ce jour de printemps. Merci et bonne journée. Merci à vous. Merci pour la présentation. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.